ce deuxième financement montre que l'Organisation internationale de la francophonie pardon, prend conscience de l'impact que cette application peut avoir. Donc, c'est peut-être un premier élément d'analyse. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social media et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la troisième et dernière partie de l'interview d'Ambre Delcroix, journaliste indépendante, consultante en relations publiques, mais aussi vice-présidente du cluster Digital Africa. Bonne écoute. Là, j'imagine que vous avez aussi tout un pôle d'ingénieurs. On n'a pas forcément parlé aussi de l'équipe technique qui est mobilisée là. Elle est mobilisée en Afrique directement pour le développement. C'est un développement qui est fait sur plusieurs pays, ou qui est peut-être centralisé à un endroit. Alors, c'est un développement qui est centralisé en Côte d'Ivoire, parce que D'accord. l'idée, c'était vraiment aussi d'impliquer les structures africaines dans le développement de ce projet. C'est pour ça que je vous disais que Tama Media est assez généraliste sur l'Afrique francophone, mais on a des structures médiatiques qui sont au Sénégal et au Mali. Mais le développement est fait en Côte d'Ivoire par une structure qui centralise vraiment toutes les informations au quotidien Hmm. dans le pays. Ok. Euh, une question où je pense que ça va pas être évident de répondre, mais c'est juste pour avoir un petit peu un axe de réflexion là-dedans. Comment est-ce que on va pouvoir mesurer l'impact finalement réel d'Aquilis sur la confiance, sur voilà, sur l'information, etc. Je vais pas parler de KPI, mais ce que vous faites est un très beau projet avec plein de vertus, mais finalement, comment est-ce qu'on sait réellement si ça porte ses fruits et l'impact que ça peut avoir? Comment est-ce que vous avez déjà imaginé un petit peu la manière dont vous pourrez un petit peu vous appuyer sur des éléments tangibles? Peut-être avec le nombre d'utilisateurs qui va Ouais. grandir, on l'espère, de plus en plus, et puis avec des données qu'on va pouvoir utiliser après pour faire des tours d'analyse, un peu comme vous le disiez, étudier des tendances pour qu'on va mettre à disposition des gouvernements ou des structures qui ont besoin de ce genre d'informations. Je pense, analyser avec la mise à disposition de ces informations l'impact que cela peut avoir dans leur travail au quotidien. Donc voilà, je pense que c'est un peu les premières étapes qui vont permettre de voir le fonctionnement et l'utilité, l'impact d'Akili et peut-être aussi l'attractivité qu'on va avoir vis-à-vis des structures de financement. Là, Akili a passé une première phase avec l'Organisation internationale de la francophonie pour le développement de ce projet. Et il Mhm. y a une deuxième phase, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur la sensibilisation, l'éducation auprès des jeunes qui vient d'être mise en place et qui va se terminer au mois de septembre. Donc ça montre qu'il y a quand même un intérêt et une prise de conscience du fait que cette plateforme a un impact et Mhm. peut être utile dans la lutte contre la désinformation. Donc déjà, c'est un indicateur du fait que ce deuxième financement montre que l'Organisation internationale de la francophonie pardon, prend conscience de l'impact que cette application peut avoir. Donc, c'est peut-être un premier élément d'analyse. Ça marche. Effectivement, là, on n'a peut-être pas forcément assez approfondi cette deuxième phase finalement d'un peu d'éducation aux médias. Si je comprends bien, c'est plus avec un ancrage terrain. Là, pour le coup, c'est plus aller au contact des enfants, on va pas appeler ça tout à fait enfants, mais étudiants, jeunes adultes, voilà, ados sur ça. Donc effectivement, ça va être aussi un relais finalement, peut-être un peu du bouche à bouche et du terrain pour faire connaître et pour faire adopter Akili, peut-être rentrer dans les familles par l'intermédiaire de ces publics-là qui sont déjà massivement connectés et qui seront peut-être davantage intéressés. C'est un petit peu ça aussi la phase de conquête terrain peut-être pour Akili. Oui, exactement. C'est qu'en plus, on sait que les adolescents sont un peu les premiers utilisateurs et donc peut-être les premiers à propager de la fausse information. Et l'idée d'aller les rencontrer, c'est d'aller leur apprendre à tuer, entre guillemets, le bébé de la fausse information dans l'œuf pour que eux adoptent ce réflexe-là, pardon, et ensuite le diffusent dans leur famille. Hmm.
D'accord, ouais, effectivement. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'enjeux et en tout cas, il y a un réservoir et un potentiel qui est considérable. D'ailleurs, il y a peut-être aussi, on en parlait aussi, la diaspora aussi, qui peut être un bon relais aussi d'adoption de l'outil et qui peut aussi peut-être avoir un vrai intérêt à utiliser tout ça. Oui, on sait qu'aujourd'hui, la population africaine est très jeune. Hmm. Donc, de toute façon, quand on va vers les 15-18 ans, on sait que à peu près 60% de la population a aux alentours de 20 ans, hein, à moins de 20 ans. Donc, déjà, cette population-là, si on arrive à la toucher, ce serait un résultat énorme sur les impacts qu'on va avoir derrière sur les diffusions d'informations politiques, économiques, sociales, sanitaires qui vont être peut-être euh, retirés de ces sources digitales et permettre de faire un nettoyage des informations qui circulent. Ok. D'ailleurs, on n'avait pas aussi, on n'avait pas forcément eu un mot là-dessus. Donc, on a vu Akili dispose sur les applications mobiles, sur WhatsApp. Tout à l'heure, si je me souviens bien, on m'avait parlé aussi d'Instagram, les autres plateformes, c'était aussi disponible là-dessus. Comment ça se matérialise? C'est peut-être moins en termes de temps réel, de chat en direct. L'offre est peut-être un tout petit peu différente. Oui, en fait, sur Instagram, on a la possibilité de poser une question aussi, un peu comme sur l'application. Ouais. Et il va y avoir une mise en relation avec l'outil qui va se faire directement pour avoir une réponse, D'ac- euh, comme sur l'application. D'accord, donc ça se passe en message privé, j'imagine. Et Oui. on interroge. Ok, d'accord, donc tout est plugué selon la plateforme sur laquelle on l'utilise. Très bien. Euh, Là, on a déjà bien parlé d'Akili, donc c'est super. On a plutôt bien compris de quoi il s'agissait. Là, si on va redézoomer un petit peu sur, voilà, on se pose quelques questions sur le futur un peu du fact-checking entre IA générative, vidéo, deepfake, etc. Euh, Comment est-ce comment est-ce que vous, en tant qu'observatrice de tous ces sujets-là, vous l'imaginez un petit peu ce futur de la fausse information? On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais c'était pour voir un petit peu comment est-ce que ça peut aussi jouer sur l'adaptation des outils tels que celui qui nous concerne lors de cette discussion, Akili, et donc futur de la fausse information, et comment est-ce qu'on peut prévoir et anticiper le développement des produits en conséquence. Alors sur ce point, j'avoue que je n'ai pas de réponse parce que c'est un peu difficile Ouais. d'anticiper Non, mais ça peut être en tant le... qu'observatrice, vous-même, comment est-ce que, quand vous voyez un petit peu l'explosion qu'on a, on peut se baser sur des éléments tangibles, hein, les éléments d'IA générative, où on voit des générateurs de vidéos qui dépassent des Oui, prouesses chaque semaine, qui intègrent maintenant de la voix de manière extrêmement fluide, extrêmement convaincante. Est-ce que ça, c'est des choses où vous vous dites, voilà, là-dessus, il va falloir qu'on accélère fortement du côté d'Akili pour être à la hauteur de l'enjeu? Comment- alors oui, aujourd'hui, l'outil est capable déjà de vérifier ce genre d'informations pour savoir si elles sont réelles ou pas, notamment au niveau des images. Mais c'est vrai que quand vous me parlez du futur, je me dis qu'aujourd'hui, l'outil intelligence artificielle a la capacité de prendre le visage d'une personne, de récupérer sa voix et de créer une vidéo avec le mimétisme de ce que cette personne est capable de Hmm. dire ou de faire en direct. J'ai du mal à imaginer quelle peut être l'étape d'après, peut-être parce que mon cerveau n'est pas Ouais. câblé pour imaginer la manière dont on peut créer de la fausse information à ce point-là. Hmm. Mais par rapport à Kili, je pense que là où on peut vraiment accélérer les choses, c'est sur la visibilité et la sensibilisation qu'on peut faire. Pas, pas sur la manière dont on peut anticiper les outils qui vont être créés, mais plutôt sur les réflexes qu'on Hmm. va pouvoir implanter auprès des personnes qui utilisent les réseaux sociaux et le digital. Je pense que c'est Ouais. plus dans les mécanismes que les personnes ont qu'on va pouvoir avoir un impact que dans l'anticipation de la manière dont on va pouvoir bloquer la créativité folle qu'il y a Ouais, derrière tous ces développements d'outils c'est ça. de pose d'information.
Vous vous lancez pas dans une course effrénée à la technologie, vous êtes plutôt dans un peut-être un premier contact avec l'esprit critique, si on peut y aller par là, auprès de la population, et Akili peut permettre en tout cas sur, on va dire, une grande base de désinformation, déjà d'être un outil qui est performant, mais peut-être sans se lancer dans la course à la prouesse technologique, parce qu'effectivement, on voit que ça monte fortement. Alors ces outils ne sont pas développés pour faire de la fausse information, pour autant, il faut bien le répéter quand même, mais malgré tout, on sait qu'un usage frauduleux peut en être assez facilement fait, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Oui, et c'est aussi une question de budget et de financement disponible parce Hmm, qu'aujourd'hui, Akili n'a pas encore à sa disposition des milliers d'euros de développement. hmm. Mais si on a un financement qui développe, qui dépasse nos attentes, on pourra bien sûr peut-être aller dans une course technologique et technique de manière plus effrénée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le budget qui est à notre disposition, on préfère sensibiliser et impacter sur les réflexes que les personnes vont avoir plutôt que sur l'idée de créer des outils qui vont venir contrecarrer des, une créativité qu'on ne peut pas anticiper encore. Hmm. D'ailleurs, ce volet développement et ce volet un petit peu budget, alors sans avoir le chiffre précis, c'est de l'ordre à peu près de combien pour se rendre compte? Parce que je trouve que ça peut être intéressant sans avoir le chiffre précis, mais d'avoir un ordre de grandeur, parce qu'on sait que ces développements dans ce domaine de l'intelligence artificielle et notamment du fact-checking, c'est souvent quand même des budgets qui sont assez conséquents. Pour se donner un ordre d'idée, Akili a bénéficié à peu près d'un budget de l'ordre de combien pour le développement de sa V1? Sur la V1, le financement qui a été mis à disposition par l'Organisation internationale de la francophonie, on va dire que c'est une fourchette entre 25 et 40 000 euros. D'accord. Ce Mais qui ça, est... ce n'est pas que sur la partie développement, parce que derrière, il y a eu de la production de contenu, Hmm. la production de vidéos, des rencontres qui ont été organisées. Donc, c'est vraiment pour le projet au global. Ce qui est une prouesse. 25-40 000 euros, c'est une somme qui est conséquente en tant que telle, mais qui, dans un projet de ce type-là, demeure assez, Une goutte d'eau. une goutte d'eau, j'osais pas le dire, mais c'est vous qui l'avez dit à ma place. Non, non, mais effectivement, et c'est d'autant plus remarquable de se dire d'arriver à monter des projets avec un budget qui est totalement serré, comme peut l'être celui-ci, effectivement. Sur le futur d'Akili, on a déjà un petit peu parlé, puis là, on vient d'en parler. Euh, Pareil sur ces technologies, sur cette innovation. Donc tout à l'heure, on a dit qu'effectivement, c'était des équipes qui étaient 100% positionnées sur le territoire. Est-ce que vous avez, vous pareil, qui avez une vision assez transverse de ça, selon vous, quel est un peu le pays africain qui a une innovation, qui innove le plus vite sur ces médias numériques, sur ces technologies? Est-ce que vous avez un territoire en particulier que vous sentez qu'il y a une stimulation toute particulière sur le développement de ces technos? Sur les technologies de fact-checking. Fact-checking et un petit peu technologie liée à l'intelligence artificielle, au numérique de manière générale, parce que je trouve que c'est intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent d'avoir un petit peu cette cartographie-là. Est-ce qu'il y a un territoire en particulier en Afrique où on se dit, ah, là, on sent qu'il y a une émulation particulière, il y a peut-être voilà, une concentration de personnes qui sont en capacité d'œuvrer à développer ces technos? Alors, je cherche l'information. C'est vrai que nous, dans nos Ouais. recherches, on est surtout euh, atterri, si je puis dire, en Côte d'Ivoire. Après, ça ne veut pas dire que c'est le pays qui est le plus développé en termes de digitalisation. Je cherche. Tous les pays africains aujourd'hui sont tellement en émulation et investis dans l'innovation. Après, il y a des pays qui sont peut-être moins avancés parce qu'ils sont focalisés sur des difficultés politiques. Mais la Côte d'Ivoire est un bel exemple. Ouais. Et est-ce que dans ce domaine-là, sur le territoire africain, est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose où on va regrouper les forces de plusieurs pays? Est-ce que ça va être assez transverse? C'est un petit peu le sentiment que j'ai. À l'inverse d'autres pays, ou par exemple en Europe, tout simplement, où c'est un petit peu chacun va développer ses propres technos, va essayer d'y aller avec ses petits bras. Et est-ce qu'on a plutôt un côté mutualiste, une mutualisation des savoirs, des puissances, des capacités, sur le continent africain? Alors, ça dépend si c'est une question par pays ou si c'est une question plutôt parce que le continent africain C'est est vaste. par région peut-être, alors par grande région? Si je regarde en Afrique de l'Ouest, je n'ai pas ce sentiment qu'il y ait Non. vraiment une mutualisation, mais plutôt des pays qui vont se concentrer sur leur développement interne. Et dans les entreprises que je connais,
Je n'ai pas encore connaissance de hub qui se Hmm. crée où il va y avoir une mutualisation des informations, mais c'est vraiment un territoire en développement sur cette partie digitale. Hmm. Peut-être que je n'ai pas le recul nécessaire pour pouvoir donner des informations sur cette question. Ça marche. Totalement accepté comme réponse. Il n'y a pas de souci. Je ne remercie Non, personne. ça marche. On arrive doucement mais tranquillement à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un sujet sur Akili ou plus généralement sur le fact-checking où vous vous dites, tiens, on n'a pas forcément évoqué celui-ci et ça serait intéressant d'en toucher un mot? Non, j'ai vraiment le sentiment qu'on a balayé de manière très large toute la question du fact-checking. Hum, Peut-être la relation aujourd'hui que peuvent avoir les pays francophones entre eux Ouais, grâce à ces applications-là, parce que c'est vrai que c'est une application qui est développée pour l'Afrique francophone, ouais, mais qui peut aussi être complètement utilisée par les autres pays à partir du moment où la langue est la même. Donc en dehors de l'Afrique, il y a aussi des, pas des campagnes, mais il y a aussi des problèmes de désinformation qui circulent, peut-être auprès de la diaspora en France, ou peut-être aborder le sujet de la manière dont on pourrait développer Akili au-delà de langues africaines, dans ouais, des langues qui vont être autres que l'anglais. Aujourd'hui, l'application peut répondre aussi en espagnol, elle peut d'accord. s'adapter à des langues, mais nous ne sommes pas encore sur des langues russes ou asiatiques, par exemple, sans vouloir attirer l'attention sur des régions en particulier. D'accord, ok, intéressant. Donc on pourrait aussi imaginer que Akili finalement pourrait effectuer du fact-checking sur des sujets qui sont en dehors de son territoire d'émergence. Oui, pourquoi pas utiliser l'application, parce que je pense qu'en dehors de l'Afrique, il y a quand même des régions du monde où il y a des soucis de désinformation. Hmm. Et ça peut être intéressant dans des pays asiatiques ou en Russie, par exemple, de pouvoir aussi avoir accès à cette plateforme, ou pour les populations qui sont en dehors de ces pays-là, mais qui parlent la langue. Complètement. Et ça pourrait être aussi, si on élargit aussi un petit peu au sujet des sources dont on a parlé en tout début d'échange, ça pourrait être aussi se dire peut-être aller capter aussi sur des sources qui traitent des sujets, par exemple sur d'Afrique et d'autres, mais qui sont aussi en langue étrangère, et peut-être les intégrer. Parce que Exactement. là, si j'ai compris, on est plutôt sur à la fois donc des ressources, des sources qui sont basées en Afrique, des sources francophones, mais on pourrait imaginer des sources anglophones, arabophones et hispaniques qui traitent aussi de l'actualité africaine. Ça Oui, pourrait oui, être. de toute Ouais. façon, la diaspora est un peu éparpillée partout dans le monde, donc elle peut être amenée, si elle parle une langue qui est autre que le français ou les langues latines, à utiliser la plateforme. C'est peut-être un troisième développement à voir, c'est un appel aux financeurs. Aux financeurs et aux contributions. Bon, bah, avant la V2, on est déjà en train d'imaginer la V3, c'est parfait. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange. La plateforme est extrêmement intéressante. J'invite un peu tout le monde, ceux qui écoutent en tout cas, tester tout ça. Je mettrai les liens un petit peu pour accéder aux plateformes. C'est assez intéressant et je pense que ça peut faire aussi un joli cas d'école pour des médias qui sont basés ailleurs et qui peuvent aussi avoir un petit œil assez attentif sur ce sujet-là. Merci Oui, beaucoup. n'hésite pas à nous contacter pour qu'on voit comment on peut travailler ensemble. Plus on va agréger de structures autour de Akili, et plus elle pourra être puissante dans son rôle. Ça marche. Bon, de toute façon, je mettrai aussi les liens vers votre profil, etc., pour que les gens puissent potentiellement rentrer en contact avec vous s'ils le souhaitent. Encore merci à vous, et puis ben, longue vie à Akili, et à Merci très bientôt. beaucoup. Vous Merci, aussi. au Au revoir. revoir. C'est la fin de la troisième et dernière partie de cette interview de Deep Media avec Ambre Delcroix, journaliste indépendante, consultante en relations publiques, mais aussi vice-présidente du cluster Digital Africa. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles interviews avec celles et ceux qui façonnent l'avenir des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne manquer aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les étoiles et commentaires adéquats. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.